Vous avez vu, je viens avec une chaise, ce qui indique que je n'ai pas forcément le même âge que les orateurs précédents. Et je vous ferai grâce de mon âge. Voilà, je suis venu vous parler, comme ça vient d'être dit, particulièrement de la mémoire et de la mémoire des conflits. Donc je suis président d'une association départementale qui s'appelle l'ANACRE, l'Association nationale des anciens combattants et résistants et amis de la résistance, ce qui vous a été indiqué. Et je vais vous parler de ce que peut être la transmission de la mémoire, au travers notamment des moments commémoratifs et au travers du travail que font ces associations dans le domaine patriotique et de la mémoire des conflits. Bien évidemment, ça vient d'être dit, le conflit visait particulièrement, selon la demande de votre association, le premier conflit mondial. La NACRE est une association qui a été créée en 1945, c'est-à-dire au lendemain du second conflit mondial, qui rassemblait essentiellement des résistants issus des francs-tireurs et partisans, qui est un mouvement de résistance créé par le Parti communiste de l'époque. Mais en 1952, quelques années plus tard, l'ANAC va s'ouvrir à tous les résistants, tous les anciens combattants de la résistance. Et puis, elle va faire cette chose que je vous recommande, particulière. Elle va, en 2006, accueillir les Amis de la Résistance, ce qui est, vous l'avez compris, un moyen de pérenniser la vie de l'association, puisque par la loi de la vie, les anciens résistants disparaissent les uns après les autres. Vous avez sur la table en bas sans doute remarqué le portrait d'une très jolie dame qui s'appelle Lucienne Fabre, qui vient de nous quitter, qui est décédée il y a quelques semaines et qui était une grande résistance de notre département et qui, à l'âge de 20 ans, a engagé sa vie dans la résistance, au risque évidemment de la perdre. Et c'est un symbole de la résistance et en plus de la résistance départementale. Je vais donc vous parler de la mémoire. Parce que, c'est moi qui fais, pardon. Voilà, donc comme c'est indiqué là, je pensais que c'était ouvert d'entrée. Donc, je vous laisse réfléchir à cette citation d'Aimé Césaire, mais j'y rajouterai peut-être le but, en ce qui concerne les conflits, et notamment la Seconde Guerre mondiale. Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Ça veut dire qu'entretenir la mémoire, c'est peut-être répondre aux aspirations des anciens combattants, tant de la Première Guerre que de la Deuxième Guerre mondiale, qui disaient les uns et les autres, plus jamais ça. Voilà. Et donc, la mémoire d'un peuple, c'est une mémoire qui doit permettre d'empêcher la reconduction des conflits et des guerres. Je passe parce que ce n'est pas le sujet sur le fait que l'on pourrait discuter de l'absence des conflits et des guerres, mais bon. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette mémoire dont je vais vous parler, elle se transmet. Et ça n'est pas, j'avais cette citation de Bergson, ça n'est pas une mémoire qui fonctionne de la même façon que les ordinateurs que vous utilisez les uns les autres pour vos études et autrement. Moi aussi un petit peu. Donc la mémoire des ordinateurs, elle s'empile. Hein, et puis on peut travailler la mémoire à partir de cet empilement. La mémoire des hommes, elle fonctionne avec une caractéristique particulière qui est celle de l'oubli. C'est ce que nous a dit Bergson. Les peuples oublient. Voilà, on oublie parce qu'on a une mémoire sélective et dont la tendance générale est de tourner plutôt vers l'avenir, c'est-à-dire de tourner plutôt vers la pensée du monde actuel et d'oublier le passé. Mais il est très important de conserver ce passé parce que s'il y a eu la résistance, comme vous voyez là, il y a eu aussi ça, la déportation, Auschwitz. Alors je crois que celui-là, vous le connaissez, puisque c'est le wagon du mémorial de Compiègne. L'autre, c'est un wagon, vous voyez pourquoi. Et puis, il y a eu ça, bien sûr. Et donc, Mark Twain et aussi Karl Marx nous disent « L'histoire ne se reproduit pas, elle rime. » Marx disait « Elle bégaye. » Bon, elle rime, j'ai choisi. Ça n'est pas très important, mais il faut surtout savoir que l'histoire, si elle ne se reproduit pas, elle peut reproduire des phénomènes identiques ou similaires. Donc, le travail des associations comme la mienne, c'est d'abord d'assurer une solidarité avec les résistants, il en reste, vivants encore, je viens d'en quitter un avant de venir vous rencontrer, et d'ailleurs, sur la table, vous avez des documents qu'il nous a lui-même fournis, il y a un brassard FFI qui était le sien, il y a des documents historiques qui montrent qu'il a été un grand résistant, il a 95 ans, et il est en santé précaire. Donc, les résistants, il faut assurer la solidarité avec eux, les aider dans leur vie,
C'est une question que pose l'ANAC, mais c'est une question que posent les pouvoirs publics aussi. Il y a des titres et des décorations de résistants qui leur permettent d'avoir aussi des moyens de subsistance. Donc, ça, c'est une partie importante. Il y a les commémorations. Donc, je dis un mot qui sont aussi un moyen d'entretenir la mémoire. Je dis un mot sur les commémorations de la Première Guerre mondiale, tout simplement parce que nous sommes tous concernés, et nous particulièrement, alors les étudiants, je pense que vous n'êtes pas tous résidents dans l'Oise, mais vous étudiez à Compiègne, et les cérémonies du centenaire de la Première Guerre mondiale vont se terminer en novembre 2018 dans l'Oise, à Compiègne, à la clairière de Retombe, où le président de la République va inviter en grand nombre des chefs d'État qui ont été concernés par le premier conflit, et où déjà il y a un conflit de mémoire, puisque je vais vous parler aussi des conflits de mémoire, puisque les associations d'anciens combattants et d'anciens résistants se sont manifestées, mais particulièrement celles d'anciens combattants, parce que les résistants ne sont pas concernés par la Première Guerre. Mais les anciens combattants ont expliqué que c'était bien d'inviter les chefs d'État, mais qu'il fallait aussi, et c'était normal au dernier moment de la commémoration du centenaire, de leur donner une place dans ces commémorations. Donc il y a un débat avec les autorités pour savoir quelle place on va donner aux autorités représentant les États et quelle place on va donner aux associations, ce qui montre aussi que la mémoire n'est pas un sujet qui n'est pas vivant, qui n'est pas travaillé. Je vais en donner un certain nombre d'exemples. En tout cas, la Première Guerre mondiale aura eu 4 années de commémoration, et c'est un conflit majeur. Mais je peux parler de la Seconde Guerre, puisque vous êtes étudiant et vous savez pertinemment qu'il y a un lien très tenu entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, puisque, alors je vais m'engager, je ne suis pas historien, je peux me le permettre, il y a un lien qui fait que le peuple allemand a considéré qu'il avait été maltraité par la Première Guerre mondiale, pas seulement par le conflit lui-même, mais par le traité de Versailles, et que tout ça a généré l'arrivée de forces d'extrême par les élections, j'en dirai un mot tout à l'heure, au pouvoir en Allemagne, et la création du nazisme et les suites que vous connaissez. Donc, commémoration, mais commémoration aussi pour la Deuxième Guerre mondiale, puisque demain, 27 mai, ce sera la Journée nationale de la résistance. Alors, on en parle peu, mais elle existe, et elle existe parce qu'elle en parle moins, parce qu'elle a été créée en 2013, c'est-à-dire très récemment. On crée, tous les ans, maintenant, on a une Journée nationale de la résistance, et un certain nombre de municipalités la commémorent par le dépôt de gerbes, par différentes initiatives. Et puis, puisque nous sommes dans les commémorations et les anniversaires, vous savez tous, bien sûr, que nous sommes dans le 75e anniversaire de la création du Conseil national de la résistance, le CNR, qui avait pour président, alors là, il faut que j'aille vite, parce qu'on va passer au bout, voilà, Jean Moulin, qui a créé le CNR sur les recommandations, la demande du général de Gaulle. Et le CNR, le Conseil national de la résistance, c'est le rassemblement de tous les mouvements de la résistance en France, qu'ils soient communistes, chrétiens, de droite, de gauche, tout ce qui a formé la résistance du peuple français au travers de différents mouvements qui vont se réunir. Alors, j'ai pas trop de temps, il me reste 1 minute. Mais évidemment, ne voyez pas les choses comme dans les séries télévisées. Hein. Se réunir en 1942, réunir à Paris tous les mouvements de la résistance, tous leurs responsables, vous comprendrez bien que c'est prendre un risque colossal au vu de l'occupant, au vu de la répression, au vu des risques, mais ils vont réussir à se réunir, et ils vont, entre eux, alors il y a les partis politiques, il y a des associations, il y a des organisations, il y a des syndicats, notamment la CGT, mais aussi la CFTC, qui à l'époque étaient les 2 syndicats les plus importants, et qui vont constituer un programme pour les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a appelé d'un nom merveilleux, qui s'appelait les Jours heureux, et qui sera mis en œuvre par les gouvernements du général de Gaulle au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Contenu démocratique et social avancé, je vous laisse, il y en a un exemplaire sur la table en bas du programme du CNR. Donc voilà, les commémorations sont importantes, mais la mémoire n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui se travaille. Et je voudrais prendre un exemple, un seul. Vous avez tous évidemment en tête cette tragédie de l'extermination du peuple juif
de 6 millions d'hommes et de femmes et d'enfants et de personnes âgées juives qui ont été exterminés dans les camps de concentration, d'extermination nazis, notamment à Auschwitz. C'est évidemment une tragédie, mais c'est une tragédie qui a tendance, je ne vais pas dire qu'elle rentre en conflit, pour utiliser le terme de la journée, avec d'autres éléments de la mémoire, mais elle travaille aussi la mémoire en ce sens qu'elle s'impose par sa dimension tragique, par son ampleur, par le fait que jamais il avait été... Enfin, jamais. Non, ça, c'est pas bien de dire ça, mais rarement il y a eu des génocides d'une telle ampleur dans l'histoire de l'humanité. Mais en même temps, je voulais vous dire, particulièrement aux jeunes femmes qui sont là, qu'il est parti de Compiègne le 23 janvier 1943, un train de déportés qui comprenait 243 femmes, pardon, je ne m'abuse. Le 23 janvier 1943, il est parti en direction d'Auschwitz. Il est revenu d'Auschwitz, 49 femmes sur les 230. 49 femmes, les autres ont été assassinées. Et c'était la totalité des déportés de caractère politique. Elles étaient déportées parce qu'elles avaient été résistantes, parce qu'elles s'étaient engagées dans les forces politiques, et elles ont été déportées et assassinées. Vous voyez que la mémoire peut aussi revêtir, je pense que la plupart de vous, vous le saviez, mais peut revêtir différentes formes, et là, on a un exemple concret. Ensuite, je prends un autre exemple, on a eu, enfin c'est le même exemple, en juillet 1942, un départ d'un convoi d'hommes, 1140 hommes déportés politiques, il en est rentré 140. Voilà, ce sont aussi des chiffres tragiques qui n'ont évidemment pas l'ampleur de la Shoah, mais qui représentent aussi un problème de mémoire qu'il faut faire connaître parce que c'est aussi tout ça la dimension du conflit, de la résistance à la guerre. Donc, j'ai pris ces deux exemples-là, mais je voudrais également attirer votre attention sur l'importance de la résistance dans la libération du pays, puisque le général Eisenhower, chef des forces alliées qui ont libéré la France, considérait que l'apport de la résistance à cette libération, à l'arrivée des forces alliées pour libérer la France, et de l'autre côté des forces d'armée rouge qui sont intervenues aussi pour libérer leur pays et au-delà libérer l'Europe, eh bien, il considérait que c'était l'équivalent, la résistance et le concours qu'elle a apporté à la libération de 15 divisions armées. Et il l'a déclaré, il l'a écrit, et donc, voilà, ça me permet de vous dire que ne perdez jamais de vue, si vous voulez bien, que la résistance est une affaire populaire. C'est-à-dire ce sont une partie du peuple français, une autre partie a choisi la passivité, une autre partie a choisi de collaborer, mais une partie du peuple a choisi de résister et de ne pas se laisser faire au prix de sacrifices terribles, au prix de la vie. On peut voir ici, par exemple, Marcel Le Thor et Lucien Teil, qui sont deux résistants décédés, compiègnois, qui en 1942, le 1er mai, ont défié l'occupant par des actes de résistance, notamment à l'aéroport de la Luftwaffe qui y avait installé à Compiègne. Et ce sont des hommes simples, des hommes modestes, qui ont été l'un et l'autre déportés à Dachau. Certains ont été fusillés, d'ailleurs, parmi ce mouvement de résistance, qui, pour vous dire qu'il était populaire, était issu du club de football de Marny-les-Compiègnes. Voilà. Et ils ont choisi de se sacrifier pour la liberté de notre pays. Autre grand résistant, Raymond Aubrac, et j'ai choisi le titre de son livre parce qu'il porte pour titre « Passage de témoin ». On est bien dans une idée du conflit, de la mémoire et de la transmission de cette mémoire, passage de témoin. Il a écrit un livre pour qu'on puisse, il est mort aussi, pour qu'on puisse. Voilà. Vous avez quelques images de la résistance. Voilà. Et donc, cette remarque de François Mauriac, qu'il faut lire intégralement, vous êtes étudiant, vous savez, seule la classe ouvrière est restée dans sa masse, ça ne veut donc pas dire, ça ne veut pas dire les ouvriers, ça veut dire la classe ouvrière, et dans sa masse, ça veut dire pour une part importante, ou pour la classe sociale elle-même, mais fidèle à la patrie profanée, ce qui confirme le caractère populaire de la résistance. Voilà, je vais terminer en vous disant, alors je ne sais plus si je l'ai écrit, non, je crois qu'elle est pas écrite. La troisième citation, c'est celle de Bertolt Brecht, qui a dit « Il est encore fécond le ventre d'où surgit la bête immonde. » Il est encore fécond le ventre d'où surgit la bête immonde. Et malheureusement,
Et malheureusement, et c'est aussi un rôle de mon association, malheureusement, on peut constater la résurgence aujourd'hui, non pas de forme identique, l'histoire ne se reproduit pas, elle bégaye, mais de mouvements nationalistes, de mouvements d'extrême droite, de mouvements xénophobes qui, petit à petit, prennent de la place et du pouvoir. C'est donc aussi un rôle de l'association d'attirer l'attention des jeunes générations, et vous en faites partie, excusez-moi, consistant à leur dire attention, attention, l'histoire ne se reproduit pas, elle bégaye, il peut y avoir des formes semblables. Je vous rappelle, je l'ai dit, que Hitler est venu au pouvoir non pas par des voies violentes, mais par la voie démocratique. Il a été élu, il n'était pas fou, il a organisé la domination du nazisme, il voulait régner sur l'Europe, et pour ça, il a fait, je cite comme ça, ah tiens, ah, messieurs de l'infrastructure, il va falloir... Donc, au moment où j'allais dire le deuxième conflit mondial, c'est 50 millions de morts, dont beaucoup de victimes civiles, c'est considérable. Il est terrible, par exemple, je pense à ça en vous parlant, qu'une ville comme Noyon a été détruite au cours de la Première Guerre mondiale par les armées alliées, qui, en ayant donné l'ultimatum aux armées allemandes de quitter Noyon, comme ils ne l'ont pas quitté, ils ont détruit Noyon. Il est terrible que, vous le savez, des villes françaises ont été détruites par les armées alliées pour chasser les nazis et les Allemands, les troupes allemandes, la Wehrmacht des villes françaises. Donc, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni ses faiblesses, disait l'autre. Je vous laisse réfléchir à celui qui disait ça. Et puis, le travail de mémoire est un travail essentiel qui consiste, encore une fois, à rappeler ce qu'ont été les conflits, leurs causes, leurs origines. Les associations dont je vais parler, dont la mienne, ne sont évidemment pas les seules. Il y a toute une série de gens qui nous parlent de la mémoire. Il y a évidemment les historiens, c'est les premiers, mais il y a également les philosophes, il y a également les hommes politiques qui nous en parlent aussi, il y a également les chanteurs, il y a également les poètes, il y a également toute une série de gens. Je vous renvoie à Jean Ferrat et à Nuit et brouillard, chanson qui est restée marquée dans le marbre de la culture populaire et de chansons françaises. Et en tout cas, moi, je termine en vous disant que je compte sur vous dans la place que vous choisissez dans la société française pour ne jamais oublier et pour penser que chaque citoyen a un rôle à jouer dans la transmission de la mémoire. Merci à vous.